Allez, de retour pour ce post-ASCO 2022 et on enchaîne avec les tumeurs thoraciques. Je suis avec David Planchard et Benjamin Besse qui vont nous faire un point sur immunothérapie, non-immunothérapie. On commence avec Benjamin. Merci Karim. Alors, l'ASCO, dans le cancer bronchique, cette année, c'était un peu entre deux vagues. On a eu la grosse vague de l'immunothérapie, on attend la grosse vague des phases 3 avec les immunoconjugués. Et puis là, on est un petit peu entre deux avec des MeToo et quelques nouvelles et quelques déceptions aussi, parce qu'on attend un peu aussi les secondes générations d'immunothérapie. C'était LA4, PD1, PDL1. Est-ce que TIGIT, par exemple, arrive? Et exemple avec leur cancer bronchique à petites cellules. Gros intérêt sur les immunothérapies anti-TIGIT dans cette pathologie parce que, d'une part, l'immunothérapie apporte un bénéfice. C'est par exemple l'exemple de l'atezolizumab ou du durvalumab, mais également parce qu'elles expriment très fortement TIGIT. Donc c'est un essai assez standard, des patients avec un cancer bronchique à petites cellules métastatiques, et l'on compare un bras standard qui est chimiothérapie, carboplatine et toposide avec atezolizumab et placebo, à la même chose avec tiragolumab, l'anticorps anti-TIGIT. Et on va directement sur la PFS qui était un des critères principaux, et on voit que l'essai est totalement négatif, mais totalement négatif. Donc il n'y a absolument aucun bénéfice. Deuxième déception aussi pour les TIGIT avec un communiqué de presse, cette fois en première ligne thérapeutique dans le non-aptite cellule, exprimant fortement PDL1, à peu près un tiers de nos cancers, où d'après le communiqué de presse, il n'y a pas d'apport du bénéfice du tiragolumab avec une immunothérapie. Donc à suivre, d'autres médicaments anti-TIGIT sont en cours de développement. Il ne faut absolument pas enterrer cette cible, mais un petit peu moins de nouveautés avec les nouvelles générations. Alors simplement dans cette histoire de MeToo dont je parlais, le sperplulimab qui est un anti-PD1 avec une étude chinoise qui a comparé un peu à l'ancienne, j'allais dire, étocarbo-placebo et étocarbo-serplulimab. C'est fortement positif avec une population sélectionnée. Là, on a quasiment 5 mois de bénéfices sur la survie globale alors qu'on avait plutôt 2 mois avec le durvalumab et l'atezolizumab. Je pense que c'est plus lié à une sélection de la population qu'au médicament lui-même, mais la question reste ouverte. Alors, ce qui a beaucoup fait parler l'année dernière, c'est le néoadjuvant avec cette étude randomisée, la CheckMate 816. Donc, ce sont des patients avec une tumeur résécable, stade 1B à 3, assez classique. Et l'on compare 3 cycles de chimiothérapie à 3 cycles de chimio plus nivolumab. J'avais présenté les résultats l'année dernière. L'étude était très positive sur un des 2 critères principaux de jugement qui était la réponse complète pathologique. On passe de 2 à 24% en ajoutant l'immunothérapie. Et puis, on n'avait pas les données de survie qu'on a vues grâce à la FDA dans le Prescribing Information qui accompagne le nivolumab. Et pour la première fois, on a vu les courbes sur la DFS avec une amélioration claire de la DFS, mais un bras contrôle pas très bon parce que 60% de ces patients avaient un stade 3 qui sont des tumeurs sur lesquelles on peut discuter la chirurgie. Alors, il faut quand même dire que dans l'étude de phase 2 NADIM, et j'en parle parce que je vais présenter la version 2 de NADIM, avec exactement le même schéma, on avait 63% de réponse pathologique complète. Et là, il y a une petite incompréhension. Comment d'une phase 2, on passe à une phase 3, on diminue quasiment par 3 le taux de réponse pathologique. Un autre élément d'inquiétude dans cette étude, c'est qu'un patient sur 5 n'est pas opéré, ce qui est quand même colossal. Par exemple, sur les stades 1B2, qui sont des tumeurs qui sont toujours opérées et pour lesquelles les critères d'entrée étaient tumeurs opérables, on a 12% de patients qui n'ont pas de chirurgie, donc un critère un peu à suivre. Alors, la chirurgie compte et on a une étude assez intéressante qui évalue la qualité de la chirurgie avec plusieurs critères, chirurgie mini-invasive, oui, non, le délai entre le diagnostic et la chirurgie, évidemment le caractère R0, R1, ça c'est ce qui a le plus de poids, mais également la qualité de l'échantillonnage ou de la résection, le nombre de ganglions. Regardez que la moitié des patients ont une chirurgie considérée comme optimale et vous voyez que les courbes de survie sont très fortement corrélées,
pas de surprise, mais c'est toujours bien d'avoir des chiffres. Et simplement pour dire que ce patient sur 6 non opéré dans la Checkmate 816, moi quand même, est quelque chose que je veux suivre de près. Et c'est pour ça que je vous présente 2 données. Peut-être juste avant que tu les montres, est-ce que ces patients qui n'ont pas été opérés ne l'ont pas été parce qu'ils ont une progression tumorale? Dans la moitié des cas. Dans la moitié des cas, c'était lié à une progression, dans l'autre moitié, rien. Alors, il s'agissait de patients qui étaient considérés comme non opérables? Comme opérables. Comme opérable. Considéré comme opérable. Alors on a des données, des vieilles études de chimio, on sait que c'est à peu près 5 à 10% des patients qui finalement ne sont pas opérés, un peu de comorbidité, etc. Mais là, un chiffre avec chimio-immuno qu'on aurait attendu peut-être un peu meilleur. Alors une étude qui a comparé, la question n'est pas totalement inintéressante, 2 à 3 cycles de chimio-immunothérapie avec le Sintilimab, un anti-PD1, et on voit que sur la réponse pathologique complète, on est à peu près pareil. Sur la réponse pathologique majeure, c'est-à-dire plus de 90% d'efficacité, on a une petite différence en faveur de 3 cycles. La chirurgie, là, est de l'ordre de 90%, donc là, plutôt un peu rassurant, je trouve. Et puis, l'étude NADIM2, alors qui arrive un peu tard parce que c'est la phase 2 espagnole qui a comparé en néoadjuvant 3 cycles de chimiothérapie par paclitaxel carboplatine à la même chose, plus du nivolumab, donc quelque chose de très proche de la 816. Mais là, on ne prend que les stades 3 et on prend des stades 3A et les 3B qui sont en général non opérés. Alors, on a une efficacité. Alors, on a plus de patients qui ont de la chirurgie. On passe de 69 à 93%. Alors, très bien, mais on considère en général les 3B comme non opérables. Par exemple, il y avait un tiers des patients qui étaient N2 multisites qui, nous, dans notre RCP, ne sont pas candidats à une résection. Alors, c'est vrai que ça, on se dit, oh, c'est super, on amène tout le monde à la chirurgie. Mais la vraie question est, est-ce que vraiment ça a un intérêt d'avoir une résection peut-être incomplète, même avec 36% des patients qui ont une réponse pathologique complète. Et je vous rappelle encore, dans NADIM 1, c'était 63% qui avaient une réponse pathologique complète, donc toujours un peu cette discordance. Alors, dans la petite cellule, étonnant, premier abstract présenté à la session orale, c'est la FDA qui nous donne la leçon. Alors c'est un petit peu étonnant, la FDA nous a donné deux présentations orales comme ça. La FDA a accès aux études d'enregistrement et fait, j'allais dire, ces méta-analyses avec beaucoup de défauts, en particulier dans celle-ci qui est pour les PDL1 très fortement positifs, des critères de sélection sur PDL1 qui étaient différents d'une étude à l'autre puisque chaque immunothérapie a son immunohistochimie. Quoi qu'il en soit, dans cette population, on se pose la question d'une chimiothérapie associée à une immunothérapie ou une immunothérapie seule et on a plutôt l'impression que ça fait la même chose. Alors, simplement deux posters que l'on a présentés. Le premier qui est l'impact de la charge tumorale, c'est-à-dire le volume tumoral, ce qu'on appelle les bulky tumeurs. On est en métastatique, on prend un PET scan, on tag les lésions et on voit que quand on a une maladie très volumineuse, il faut faire une chimio-immunothérapie, l'immunothérapie ne marche pas. Et on a fait la même chose avec la biopsie liquide, là très simple, test sanguin avant de commencer le traitement, chez le patient naïf de traitement stade 4, et on voit que quand on a ce qu'on appelle un tumor fraction high, qui correspond à une grosse charge tumorale, beaucoup d'ADN tumoral qui circule, là encore, il ne faut pas faire d'immunosol, il faut faire chimio-immunothérapie. Et finalement, sur les données de la FDA, ce que j'aurais aimé voir, c'est quel est l'impact de cette charge tumorale, mais on ne l'a pas, puisqu'on n'avait pas les outils à l'époque pour la capturer dans le CRF chez les patients à baseline. Alors ce qu'on a par contre, c'est que peut-être les patients de plus de 75 ans sont ceux chez lesquels il faut faire une immunothérapie seule. On sait que c'est une classe d'âge dans laquelle chimio-immunothérapie peut être un peu toxique. Et jolie étude française qui a randomisé chez les patients de plus de 70 ans, excusez-moi, le titre est faux, patients de plus de 70 ans et ou PS2, une chimio seule ou ipi-niveau. Et l'étude montre que chez les PS2, fausse bonne idée, c'est la chimiothérapie qui a un intérêt. Par contre, chez les patients de plus de 70 ans avec un bon état général, ipi-niveau fait mieux. Alors évidemment, le bras contrôle est plus à l'ordre du jour. On ne fait plus de chimio seul, on fait chimio-immunothérapie. Mais quand même, dans cette idée que l'immunosol peut-être est intéressant sur cette population, quelque chose à pister. Et puis, deux autres pistes. Ce sera ma dernière diapo. Lefty, je vais l'appeler comme ça, puisqu'il a un nom imprononçable, qui est un anti-LAG3 soluble, qui est ce médicament qui a
montrer son bénéfice dans le mélanome. En association avec Pimbro, en première ligne, 60 patients, taux de réponse 38%. Très bien, on ne peut absolument rien en dire. Quelle est la proportion de patients avec une grosse charge tumorale, hein? C'est vraiment des études qu'on n'arrive pas à interpréter. Un médicament à suivre néanmoins. Et puis Cabo-Atezo chez des pré-traités. Pré-traités immuno, hein, on a 19% de taux de réponse avec une jolie PFS. C'est des combinaisons qu'on va voir arriver peut-être l'année prochaine en phase 3 et qui pourraient être dans nos mains dans quelques mois aussi. Le cabozantinib, tu peux nous redire? Ah oui, c'est le cabozantinib, pardon, je me suis un petit peu emballé. Okay. J'ai cru que c'était une création. Ok, super, tu vois, je suis. Hein. Allez, on passe à David. Merci beaucoup, Benjamin. Bien, merci. On va passer aux thérapies ciblées, donc cancer du poumon dans la petite cellule. Donc globalement, 4 points angulaires sur lesquels je vais me focuser. Les EGFR avec exon 20 et les mutations classiques, les mutations KRAS, NRG1 qui est une vraie nouvelle cible du cancer du poumon dans la petite cellule, et puis les altérations au niveau de MET. Juste pour rappeler un petit peu sur le profil des patients avec mutation EGFR, on a les vraies mutations activatrices, délétion de l'exon 19, exon 21, les insertions de l'exon 20 sont une vraie altération moléculaire activatrice, à peu près 12% des mutations de l'EGFR, ce qui représente à peu près 1 à 2% des mutations oncogéniques. On a pour l'instant 2 très belles molécules. Quand on regarde, c'est l'amivantamab, donc l'anticorps bispécifique EGFR et MET, et le mobocertinib, inhibiteur de tyrosine kinase. Et vous voyez qu'on a des taux de réponse de 28 à 40%. C'est 2 drogues qui sont disponibles dans le cadre d'une ATU en France. Il y a 2 nouvelles molécules qui ont été présentées dans le cadre d'une étude de phase 1 avec expansion de dose. C'est le CLN 081 et sunvosertinib, 2 inhibiteurs spécifiques de l'exon 20. Voilà ce que ça donne avec le CLN 081, c'est quand même très joli. Vous voyez que globalement, c'est 73 patients, taux de réponse 38%. Et quand on regarde à la dose de la phase 2, eh bien, on est à 41% de taux de réponse, avec des médianes de PFS qui sont aussi très prometteuses. 10 mois de médiane de PFS, et vous voyez qu'à 100 mg, on est à 1 an de médiane de PFS chez ces patients pré-traités, insertion au niveau de l'exon 20. Deuxième molécule, sunvosertinib, pareil, vous voyez, on a le même range de bénéfices, un petit peu moins de patients, donc il faut être assez prudent, c'est 52 patients, mais vous voyez que c'est 40% de taux de réponse chez les patients pré-traités avec la molécule. Et puis enfin, il y avait une association qui pouvait être intéressante, qui était, on continue l'osimertinib chez les patients progresseurs, enfin donc qui n'avaient pas reçu d'osimertinib par contre, et on associait le necitumumab, anticorps anti-EGFR. Vous voyez qu'il y a de la réponse, mais c'est un petit peu plus décevant par rapport aux inhibiteurs de tyrosine kinase, on a 16% de taux de réponse. La médiane de PFS n'est pas si intéressante. On est quasiment à 7 mois de médiane de PFS. Il y a peu de patients, c'est à suivre, mais ça reste un petit peu en dessous de ce qu'on avait. Donc vous voyez, si on résume un petit peu le panel de ce qu'on a pour les exons 20 de l'EGFR, amivantamab, mobocertinib, oui, 2 standards thérapeutiques, et puis vont arriver sunvosertinib, et puis le CLN 081, avec des taux de réponse peut-être un petit peu au-dessus. On attend des données un petit peu plus matures sur les médianes de PFS, sur la survie globale, ce qu'on a un petit peu plus dans l'amivantamab et mobocertinib, donc vraiment à suivre. Avant que tu enchaînes, sur ces 2 nouveaux TKI, pour l'exon 20, en termes de profil de tolérance, est-ce qu'il y a des choses différentes par rapport à ce qu'on connaissait déjà? On est un petit peu meilleur en termes de tolérance, toxicité sur le plan digestif. Mobocertinib, globalement, on a quand même 60% de toxicité sur le plan digestif. On a l'air d'être un petit peu en dessous en termes de tolérance, et en tout cas de toxicité, grade 3, mieux toléré, plutôt des tox 1, 2 sur le plan digestif, et sur le plan cutané, on est très similaire, donc peut-être un petit peu plus spécifique, et tolérance un petit peu meilleure sur le plan digestif. Deuxième population de patients, que sont les patients qui vont résister à l'osimertinib, qui est devenu le vrai standard thérapeutique en première ligne des patients avec des mutations classiques de l'EGFR, à savoir soit des autres mutations de l'EGFR sur l'exon 20, et on va voir l'efficacité de l'amivantamab, et puis également des amplifications de MET, de nouveau l'efficacité de l'amivantamab, qui est cet anticorps bispécifique EGFR et MET, et puis cette vraie nouvelle classe thérapeutique que sont ces ADC, avec les ADC anti-HER3, patritumab deruxtecan, l'anti-TROP2 datopotamab deruxtecan, et puis un anti-MET, tezolizumab vedotin, ADC anti-MET. Étude Chrysalis, qui avait déjà été montrée à plusieurs reprises, qui associe globalement l'amivantamab, donc cet anticorps bispécifique, au lazertinib, qui est un équivalent de l'osimertinib, différentes cohortes de patients qui avaient toutes reçu de l'osimertinib et de la chimiothérapie. Ça reste un très joli waterfall plot, vous voyez, 162 patients. On a des taux de réponse de 21 à 39%, notamment chez les patients lourdement pré-traités qui avaient reçu 2 à 3 lignes de traitement, osimertinib, plus de la chimiothérapie, plus une autre ligne de traitement. Donc c'est un vrai standard
standard potentiellement dans cette population post-osimertinib. Médiane de durée objective de réponse, 8,4 mois. Vous voyez, médiane de PFS, 5,1 mois. Il y a des vraies belles réponses et qui se prolongent dans le temps avec ce type de combinaison. Un petit peu plus toxique qu'avec l'osimertinib en monothérapie, malheureusement. Une étude de phase 3 en première ligne, puisque l'idée, c'est de pousser maintenant la combinaison en première ligne. Donc, l'étude de Mariposa, qui est maintenant terminée aux inclusions. Amivantamab plus lazertinib, qui a comparé à l'osimertinib et qui le compare au lazertinib. On attend les données. Et puis aussi l'étude Papillon, qui se compare sur les exons 20. Mais vous voyez que pour la première ligne, cette fois-ci, ils sont partis en combinaison avec la chimiothérapie. Amivantamab plus chimio versus chimiothérapie. Pareil, les données qui sont en attente pour savoir si on ira pousser aussi dès la première ligne pour cibler les exons 20. Télizotuzumab vedotin, donc un anti-ADC anti-MET associé à l'osimertinib chez les patients préexposés, mutés EGFR. On est sur une population de patients MET positifs par immunohistochimie, IHC3+, fortement positif, plus de 50%, entre 25 et 50% de positivité pour les intermédiaires. Eh bien, les taux de réponse sont aussi très jolis, c'est très prometteur. Ceci étant, ça reste une petite population de patients, mais vous voyez que c'est 58% de taux de réponse, 19 patients traités dans le cadre de cette étude de phase 2. Et puis enfin, l'ADC anti-HER3, donc le patritumab deruxtecan, on avait des données qui avaient déjà été montrées sur des profils mutationnels des patients EGFR mutés, vous voyez que c'est 28% de taux de réponse. Ils ont aussi montré une cohorte de patients qui n'avaient pas de driver. Finalement, c'est aussi une très belle drogue. Vous voyez que c'est 26% de taux de réponse, même chez les patients sans driver oncogénique, donc à suivre. Et puis enfin, comme on avait pour les exons 20, la combinaison, vous voyez, osimertinib plus necitumumab, on est de nouveau en dessous des taux de réponse qu'on a vu avec les drogues précédentes. Et vous voyez que chez les populations, les cohortes B et C, qui étaient des patients pré-traités avec l'osimertinib, vous voyez qu'on est soit à 0%, soit 11% de taux de réponse. Donc, a priori, ce n'est pas la meilleure alternative chez les patients post-osimertinib. On passe aux exons 14 de MET, donc ces mutations driver oncogéniques aussi. On a des belles drogues, capmatinib, tepotinib, des taux de réponse de 50 à 40%. Et bien de nouveau, l'amivantamab a montré son efficacité potentielle sur cette population. On n'est pas encore sur l'entièreté de la population, 100 patients qui sont prévus, 46 patients pour l'instant. Mais vous voyez que les patients aient reçu un inhibiteur de MET ou pas d'inhibiteur de MET, on a des taux de réponse qui varient de 17 à 57%. Mais chez les patients naïfs, on est à 57% de taux de réponse. Et les patients non préexposés à inhibiteurs de MET, on est à 47%. Donc on va pouvoir commencer à jouer éventuellement inhibiteur de tyrosine kinase, éventuellement bispécifique. Est-ce qu'il faut commencer par l'un plutôt que l'autre ou est-ce qu'éventuellement on pourra faire la séquence thérapeutique? Pour l'instant, on n'en a pas la réponse, mais il y a vraiment une nouvelle classe thérapeutique pour ces altérations de MET. KRAS, ça reste le gros driver pour lequel on se tapait dessus pour l'instant. 25% des patients avec mutation KRAS dans le poumon, 40% avec la mutation G12C. Très belle molécule avec le sotorasib qui est disponible et accessible dans le cadre de l'ATU. Vous voyez que les taux de réponse, c'est 37%, médiane de PFS, 6,8 mois. Eh bien, ont été montrés cette fois-ci là d'agrasib, très similaire au sotorasib, avec 112 patients, taux de réponse très similaire et très joli de 43%, médiane de PFS, 6,5 mois, durée objective de réponse, 8,5 mois. Donc, vous voyez, c'est très superposable au sotorasib. Un petit peu plus de données sur le plan cérébral. Deux cohortes qui étaient montrées, des patients stables pré-traités, 54% de taux de réponse intracérébrale. Chez les patients non pré-traités métacérébrales, on est à 32%. Donc, vous voyez qu'une drogue plutôt intéressante sur le plan des métastases cérébrales. Profil de tolérance, toxicité comme le sotorasib, au niveau digestif essentiellement, un peu plus toxique. Sotorasib, on est plutôt de l'ordre de 30% sur les toxicités de type diarrhée. Là, on monte quasiment à 60%. Donc, attention, une profil de tolérance un tout petit peu plus toxique. Si on compare indirectement, j'irai rapidement sur le tableau, mais vous voyez que ça reste deux molécules avec des taux de réponse, médiane de PFS, qui sont vraiment très similaires. Ça confirme que globalement, on a vraiment des ciblages et un ciblage pour ces altérations et ces mutations KRAS G12C. Et puis enfin, je vais terminer par un nouveau driver oncogénique qu'il va falloir screener systématiquement. C'est les altérations, c'est les remaniements NRG1 qui va donner une protéine de fusion constitutivement active qui va aller activer notamment les récepteurs HER3. Ça se retrouve dans différentes pathologies tumorales, les pathologies notamment sur le plan digestif, des pathologies à type de sarcome, tumeur rénale et le cancer du poumon. On est à peu près à 0,3% des cancers du poumon avec un remaniement NRG1. Donc vous voyez qu'il va falloir aller à la pêche à la ligne pour les trouver. Ceci étant, deux drogues ont été montrées potentiellement intéressantes. Anticorps anti-HER3, l'étude Creston avec le série Bantumab,
14 patients avec un cancer du poumon. Ben voilà ce que ça donne sur les premières données. C'est 33% de taux de réponse. Il y avait un patient avec une tumeur pancréatique. Le reste était uniquement des tumeurs thoraciques. On était à 36% sur les tumeurs thoraciques. Et quand on regarde quelle que soit la protéine de fusion avec NRG1, ben globalement, ça a l'air de marcher. Pour l'instant, pas de sélection en fonction du portrait moléculaire. Durée objective de réponse pour l'instant qui est immature, donc à suivre. Et puis enfin, dernière molécule, zénosutuzumab, pareil, un anticorps anti-HER3, population un peu plus importante, 83 patients, 57% des patients étaient des cancers du poumon avec un remaniement NRG1. Et vous voyez, de nouveau, très prometteur, 34% de taux de réponse, cohorte patient porteur d'un cancer du poumon, 35% de taux de réponse, durée objective de réponse, enfin d'exposition, 6,3 mois, durée objective de réponse, 9,1 mois avec la molécule, et des profils de tolérance globalement entre les deux drogues qui sont très similaires. Donc on va avoir globalement deux drogues potentiellement anti-HER3, potentiellement efficaces chez ces patients avec un remaniement au niveau de NRG1. Ça devient potentiellement une vraie nouvelle cible du cancer du poumon. Donc voilà un petit peu ce qu'il faut retenir. Ça va continuer à se complexifier. Les exons 20, oui, c'est une vraie altération oncogénique. On a des thérapies ciblées, on va en avoir d'autres. Des nouvelles stratégies post-osimertinib. Plein de stratégies pour les patients avec des altérations au niveau exon 14 de MET. Les mutations KRAS, oui, deux beaux inhibiteurs, sotorasib et l'adagrasib qui arrivent derrière. Et puis vous voyez que les remaniements NRG1, c'est vraiment quelque chose à suivre avec cet anticorps anti-HER3 et probablement d'autres inhibiteurs qui vont suivre derrière. Donc on va de nouveau augmenter le panel potentiel de ciblage dans le cancer du poumon, non la petite cellule. Reprends ton souffle. Donc, après ce catalogue, j'ai une nouvelle quand même pour vous tous, c'est qu'il y a une interrogation écrite sur la présentation du docteur Planchard. Seuls ceux qui ont la moyenne ont le droit d'aller à la fête de la musique. Voilà, donc... et de manger aussi, donc comme ça, on va mieux manger. On verra. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, s'il vous plaît. Bon, bravo pour les présentations. Ce que je retiens, ce n'était pas l'année de l'oncologie thoracique. Il y a des pistes prometteuses, clairement. J'ai une question. Quelle est votre approche sur la chrono-immunothérapie qui arrive? Vous avez certainement vu les données publiées d'abord par les Américains dans le mélanome, montrant clairement que le matin, c'est mieux que l'après-midi avec l'immunothérapie. On a publié dans le cancer du poumon, présenté un poster à l'ASCO, et il y a eu 4 posters présentés à l'ASCO sur l'immunochronothérapie par les Espagnols, les Italiens. Quelle est votre approche? On l'a regardé dans nos patients, et effectivement, on a été surpris de voir que les patients du matin vont un peu mieux. Alors, en fait, les patients de l'après-midi, c'est ceux qui sont arrivés en brancard, qui ont attendu toute la journée parce qu'on a vérifié la créate, etc., qui sont un peu PS2. Et à mon sens, il y a un biais majeur sur la typologie de patients. Je serais très intéressé de voir le volume tumoral, le fameux biomarqueur, entre ces deux catégories de patients. C'est peut-être pas anecdotique, hein, mais avec un médicament qui a une telle demi-vie, 28 jours de demi-vie, hein, c'est comme quand on va chez le garagiste, on refait le plein d'huile, mais il y en a toujours, enfin on refait le niveau d'huile, mais il y en a toujours dans le sang. C'est un peu ça l'immunothérapie de tous les 21 jours. Donc je suis quand même très surpris par ces résultats. On aura prochainement les données de Curie. Ils sont en train d'analyser les données sur le timing avec qu'ils ajoutent le volume tumoral alors. Est-ce qu'il y a une autre question? Merci beaucoup. Non, c'est bon. Bon, pour essayer de rester dans les temps, je vous propose qu'on fasse quelques minutes de pause et on se retrouve tout de suite avec les cancers ORL. À tout de suite.